Bonjour Gabriel Badron. Bonjour. Pour ce deuxième rendez-vous de conversation d'aujourd'hui et de demain, parce que c'est en posant les enjeux aujourd'hui et au travers de ce qui va se profiler demain, on va parler de la Chine. La Chine, j'ai envie de dire en préambule que ça fait un petit moment qu'on ne parlait plus de la Chine. On nous a parlé de Donald Trump pendant des semaines. J'allais vous dire, il est temps qu'on parle de la Chine. Et on a reparlé de la Chine en début de semaine avec la présence du président chinois au sommet de Davos. Ça a été une surprise, c'est la première fois d'ailleurs qu'un président chinois participe au sommet de Davos, et y compris là au forum. Oui, puis là en guest star, quelque part c'était l'invité d'honneur. Alors, je disais justement il y a encore quelques jours que tout le monde ne fait que parler de Trump, de sa présidence, de ce qu'il a déclaré, etc. Et pendant ce temps-là, on ne remarque pas ce que la Chine est en train de faire. La Chine n'a jamais été aussi active diplomatiquement que ces derniers mois. Xi se déplace pour la première fois en visite officielle en Suisse et en profite pour participer au forum de Davos. Je trouve qu'on n'a pas, on ne réalise pas l'importance de ce mouvement d'ouverture que fait, j'allais dire, d'attaque diplomatique que développe Xi Jinping, le président. Penser que le président de la Chine communiste participe au forum de Davos, le temple du capitalisme. C'est quand même... C'est une révolution? Alors, c'est une révolution, c'est une évolution. C'est une adaptation. C'est un message. Et le message qu'il a donné est important. Car le message qu'il a donné, c'est qu'il est contre l'enfermement des économies, autrement dit opposé à la politique de Trump, et qui se considère le gardien de l'ordre établi. Autrement dit, la Chine, qui avait l'ambition de devenir une première puissance économique, et en réalité veut plus. Elle veut être le leader mondial économique, diplomatique, politique, militaire. On sait que le développement militaire en Chine est très avancé et s'accélère, mais l'action diplomatique, elle a été faite d'une façon très bien organisée et avec l'élément majeur qui est le véritable succès diplomatique, c'est l'action économique. On peut voir que la Chine a non pas expulsé, mais elle a supplanté l'Amérique en Afrique. En Afrique, c'est la Chine, le grand acteur économique. C'était un territoire qui n'était plus priorisé par les Américains. Bien sûr. Ils sont beaucoup plus reconcentrés, je crois, dans le Pacifique. Ça, on pourrait parler du bilan du précédent américain, Barack Obama, mais c'est un autre sujet. Mais pour rester sur la Chine, il a profité de l'effacement de l'Amérique en Europe et il mène actuellement une action diplomatique de présence beaucoup plus importante. On passe sous silence toute l'action qu'il fait du point de vue organismes mondiaux, où vous avez l'Organisme mondial de la santé, c'est une chinoise qui est la présidence. On a l'Union internationale pour les technologies électroniques, etc. C'est un Chinois qui est devenu le patron. La présence diplomatique chinoise sur le plan international s'est multipliée d'une façon extraordinaire, mais à la chinoise, en douceur, sans tapage, etc. Silencieux mais dynamique. Exactement, et elle assoit cela sur une action économique. Prenez le cas du Pacifique, où la grande stratégie de l'Amérique, c'était le basculement de l'Europe et du Moyen-Orient sur le Pacifique, à juste titre, car le vrai adversaire, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Économiquement. Et militairement aussi. Et à ce moment-là,
Xi a développé des relations économiques dans le pourtour du Pacifique qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, comme les Philippines, qui étaient considérées comme le énième État américain, a basculé vers la Chine. Et cela est en train de faire tache d'huile. Et le Japon, allié des États-Unis, le Japon qui, depuis la allié se doter d'une défense qu'il va lui-même financer, donc ça veut dire que le Japon est en train de s'armer aussi. Et le Japon est en train de s'armer, mais en même temps, il ouvre des canaux avec la Chine, car le marché chinois est un des grands marchés japonais. Il y a les échanges. Vous savez, un jour, il y a un chef d'État qui m'avait posé la question: comment pourrais-je faire un retour en force dans les pays arabes où j'ai été, mon pays avait été très présent? Et je lui avais répondu: vous savez, les grands discours amicaux, vous en aurez beaucoup de partout, mais ça n'avance à rien. Si vous voulez vraiment une pénétration importante, il n'y a que l'économie. Il faut des investissements croisés ou des investissements sur place, et c'est comme ça qu'on puisse assurer une pérennité aux relations interpays. Et c'est ce que fait Xi. Il multiplie les investissements, les accords économiques. Vous savez, en Europe, la Chine achète à tour de bras. Il y a aussi l'Europe qui bloque des produits chinois aussi, on l'a vu. Ça ne va pas durer. Le photovoltaïque. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va assister à quoi? Donc, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et le président chinois qui est aujourd'hui bien installé, qui a repositionné aussi son modèle économique beaucoup plus au niveau du territoire chinois. On a vu aussi une accélération du pouvoir d'achat des Chinois et de la population chinoise. Il va y avoir quoi? Un bras de fer à distance? Il va y avoir. Est-ce qu'on peut envisager des frictions entre la Maison-Blanche et Pékin? Mais il y a eu déjà des frictions au sujet de la mer de Chine, avec les ambitions de la Chine qui considère que la mer de Chine, c'est sa mer à elle, et que les autres pays n'ont rien à voir là-dedans, que c'est à elle de contrôler. Il y a des frictions sur le développement des îles artificielles, que les Chinois remblaient un tas de rochers pour en faire des vraies îles avec des bases militaires. Donc des sujets de friction, il y en a, et ils sont en cours, j'allais dire. Là, la question est de voir, est-ce que Trump va faire une attaque frontale, ou est-ce que le rapprochement envisagé de l'Amérique avec la Russie n'est pas en réalité un effort de détacher la Russie du bloc chinois. Car aujourd'hui, la Russie est un allié objectif et économique de la Chine, qui est venu au secours du rouble lorsque l'Amérique attaquait le rouble. Avec la dévaluation conséquente. Mais, donc, si on reste sur le terrain monétaire, il y a une guerre des monnaies aussi, parce que la guerre, elle n'est pas que militaire, elle n'est pas qu'économique. Elle est avant tout peut-être d'ailleurs monétaire. Guerre des monnaies entre le dollar et le yen chinois. Oui, est-ce que là, ça va s'intensifier selon vous? Il y a une lutte de monnaie, pas seulement avec le dollar, mais avec l'euro. C'est ce qui a fait dire à Trump, qui a mené une attaque en disant les Chinois jouent avec la valeur de leur monnaie. C'est vrai, mais on ne peut pas passer sous silence que la Chine est un État centralisé. Il vit sous une dictature, il faut le reconnaître, et que ça sera difficile d'influer sur la politique monétaire chinoise pour le moment. D'autant plus que la Chine, dans cet horizon, n'investit plus dans les bons du Trésor, par exemple. Et au contraire, elle s'en dégage progressivement. C'est une manière aussi de mettre, pour le président chinois, de mettre la pression sur les États-Unis. C'est pour amener à des négociations beaucoup plus
constructive d'après Xi que les déclarations de va-t-en-guerre que fait Trump contre l'économie chinoise. L'économie chinoise, ils sont à leur troisième mutation, j'allais dire, qui est maintenant la consommation intérieure, le développement des classes moyennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui en Chine, la classe moyenne, c'est 300 millions de Chinois. C'est la population entière de l'Amérique. Et quand je parle classe moyenne, ce n'est pas la classe moyenne pauvre, comme nous avons ici au Maroc. C'est une classe moyenne réelle. 300 millions de personnes sur un volume global de 1,4 milliard d'habitants, est-ce que c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Ou est-ce qu'il faut relativiser? Je dis en absolu, en relative, oui. C'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il y a encore une marge de développement. Il faut le voir. Si c'est le côté de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. On peut considérer que ce n'est pas beaucoup, mais 300 millions qui équivalent à la population américaine, c'est énorme comme influence sur l'étranger. Je ne parle pas de la Chine elle-même. C'est une classe moyenne riche. Vous savez, c'est des jeunes, il faut le savoir, propriétaires de leur maison, de leur domicile, avec 2 voitures, et de l'argent. Comment reconnaît-on une classe moyenne? Pas seulement à ses attributs, j'allais dire, de réussite, mais est-ce qu'elle épargne? Et elle épargne. C'est ça. Je considère la classe moyenne marocaine une classe moyenne pauvre parce qu'elle n'épargne pas. Elle ne peut pas. C'est-à-dire, demain, elle perd son job, elle devient une classe... elle change de classe immédiatement. Alors, la classe moyenne chinoise a un impact sur l'étranger. Pourquoi? Elle voyage beaucoup. Vous disiez tout à l'heure que la Chine reste une dictature. Oui. Donc la montée en puissance aussi de cette classe moyenne qui s'enrichit, qui consomme, est-ce qu'à un moment, elle ne pourrait pas constituer une menace aussi pour le pouvoir politique en place? C'est le pari que fait Xi, qu'elle se développe et qu'elle deviendra plutôt trop occupée à payer ses crédits? Oui, à payer ses crédits, à s'enrichir. Elle les laisse progresser. C'est presque un modus vivendi. C'est ce que fait Poutine. Vous vous enrichissez, mais ne vous mêlez pas de politique. Vous me laissez gouverner, je vous laisse vous enrichir. Vous interférez, c'est arrivé à des grands... Richard russes, ils sont trouvés en prison. C'est la même politique de Xi Jinping. Et Xi Jinping, selon vous, dans les prochaines semaines et les prochains mois, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place comme politique pour peut-être aussi continuer à maintenir sa pression? C'est difficile avec la Chine. Parce que j'ai vu que Xi Jinping est intervenu dans le cadre de l'accord nucléaire iranien, en disant qu'il fallait aussi revoir un peu les contours de cet accord qui a été largement soutenu par Barack Obama, oui, par l'administration Obama, et qui pourrait être aussi revu par Donald Trump, qui a laissé sous-entendre que... Ça, c'est toutes les interrogations que nous donne l'arrivée de Trump. Aucune répercussion sur l'accord iranien, n'a aucune répercussion sur la politique chinoise. Ils se considèrent en dehors de ce domaine. Par contre, il y a une contradiction, pour revenir sur le forum de Davos, il y a une contradiction qui n'est pas seulement apparente. Nous avons un régime totalitaire qui est en pleine évolution, je dis bien évolution et pas révolution, en plein boom. L'économie, on me dit, oui, mais l'économie, elle n'a plus 6%, de croissance, elle descend, etc. Je suis désolé. Les croissances à 2 chiffres sont les croissances typiques des pays en voie de développement. Les pays développés, regardez l'Europe, regardez l'Amérique, une croissance de 3,5 est quelque chose d'extraordinaire. Alors si la Chine continue à avoir une croissance au-delà de 5%, c'est énorme, parce que ce n'est pas un pays sous-développé, on ne peut pas le dire. C'est un pays qui est largement en voie de développement important. Un pays développé ou un pays en voie de développement? Parce que justement, le président chinois, il y a quelques mois,
avait fait cette déclaration en disant que nous, la Chine, nous sommes qu'un pays en voie de développement, et non pas un pays développé. Alors, il faut le prendre dans le sens. Oui. Non, il faut le prendre dans le sens des potentialités de développement. La Chine dit nous sommes un pays en voie de développement parce que nous n'avons pas encore atteint le niveau de puissance de développement qui est notre potentiel. Ça n'a rien à voir avec les pays de développement qu'on peut rencontrer en Afrique, par exemple. C'est autre chose. Ce n'est pas péjoratif pour eux. Alors, et je ne le dis pas d'une façon péjorative pour les pays africains, c'est simplement, il y a des stades de développement et la Chine est quand même dans un stade de développement important. Mais je veux revenir sur Davos, parce qu'il faut, je ne veux pas que nos auditeurs interprètent mal. Il y a une contradiction entre vouloir devenir le leader mondial, être le protecteur du système actuel mondial, c'était le discours de Xi au forum, et en même temps avoir un pouvoir dictatorial qui fait qu'il y a une censure. Vous savez, Internet est censuré, la presse n'est pas libre, etc. Il y a une contradiction. Alors, si vraiment Xi a l'ambition d'être le défenseur de l'ordre établi, il faudra qu'il fasse des progrès du point de vue droits de l'homme, etc., dans son propre pays. Après avoir revu son modèle économique, le prochain défi de la Chine, c'est revoir son modèle démocratique. Démocratique. Merci à vous, Gabriel Banon. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en géopolitique. Merci bien. Thank you.